C'est officiel, les forces armées maliennes sont entrées à Kidal après des années d'absence. Cette entrée intervient après avoir mis en déroute les groupes armés terroristes. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté ce mardi son rapport de l'année 2022 sur la situation de la violation des droits humains au Mali. Il ressort de ce document qu'en plus des zones de conflit, plusieurs autres violations ont été recensées courant l'année 2022 dans d'autres localités du pays. Comme en 2021, l'AS Mandé est éliminée de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF dès la phase des poules. Et cela après sa défaite lors de la dernière journée de la phase des poules également, dans le groupe B face à l'Asfar ce dimanche. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Ça y est, c'est fait, les FAMA sont désormais à Kidal. Un grand pas vient d'être franchi par les forces armées maliennes dans son mouvement stratégique pour la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elles sont entrées à Kidal ce mardi 14 novembre 2023 après de dures journées de combat contre les groupes armés terroristes. Selon, bien sûr, les services de presse de l'armée. Assitan Diallo nous en parle. C'est désormais chose faite. L'armée malienne signe son entrée à Kidal après des années d'absence. L'information a été donnée ce mardi par les services de presse de l'armée. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes FAMA ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Tout en appelant la population au calme et à la sérénité, le chef d'état-major des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des femmes. Dans un flash spécial sur la chaîne nationale ORTM et consacré à la lecture des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, celui-ci rend hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Il a aussi rappelé que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. Pour le colonel Assimi Goïta, s'emparer de la ville de Kidal n'est pas la fin de la mission, car elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. Il a aussi invité les Maliens à la cohésion nationale, qui est une bénédiction supplémentaire pour les forces armées maliennes. À l'annonce de la reprise de la ville de Kidal par les FAMA, des manifestations spontanées ont été organisées à travers le pays. Nous vous proposons des images de joie de cette reconquête nationale à Bamako, Kati et Kai. Ont pris possession de la ville de Kidal, chose que nous attendions depuis belle lurette. Mais nous voulons que ce état de fait nous surprenne guère. Et voilà, c'était à l'instant des images de joie. Les populations de Bamako, Kati et Kai ont manifesté
leur joie quant à la reprise de la ville de Kidal par les FAMA. D'autres images continuent de nous parvenir. Vous allez certainement les voir dans nos éditions de demain. Cette victoire des FAMA a été bien accueillie par la population de Bamako. Je vous propose de suivre quelques réactions recueillies par Bakary M. Sidibé. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de nos FAMA. On vient juste vraiment de récupérer cette région qui, depuis 2012 jusqu'à présent, qui était sous le contrôle des groupes terroristes et djihadistes. Et c'est une très grande fierté pour nous, Maliens, vraiment, de l'intérieur et de la diaspora. Enfin, j'ai vu sur les images aujourd'hui les militaires maliens prier sur le sol malien de Kidal. Et j'ai entendu avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, le message à la nation du président de la transition, chef de l'État. Donc c'est une victoire que nous saluons. Une victoire que nous pensons être le départ de l'unité nationale. Tout le monde aime dire au Mali, nous sommes un pays un, indivisible. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité, nos forces militaires, nos forces républicaines ont prouvé que cela n'est pas une phrase toute simple, mais c'est une phrase qui nous vient du cœur. La première des priorités, c'est ce que le chef d'État d'ailleurs a dit, c'est le rassemblement de tous les Maliens, le regroupement de tous les cœurs et de tous les esprits de tous les Maliens derrière leurs autorités et leurs forces armées et de sécurité. Donc tous nous devrons donner la main. Sur le théâtre des combats, nos forces armées ont apporté la preuve que nous pouvons, si nous voulons. Il faudrait maintenant que sur le terrain politique, sur le terrain social, sur le terrain civil, dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, dans les commerces, dans les entreprises, dans les activités, j'ai l'habitude de dire une phrase que je vais encore répéter. Nous avons l'obligation de nous rassembler pour construire ce pays parce que nous n'avons que le Mali pour nous loger. S'il plaît à Dieu, cette victoire sera un nouveau départ pour le Mali. Cela permettra à l'armée d'instaurer la stabilité partout sur le territoire national. Nous ne voulions que ça depuis longtemps. Nous soutenons l'armée quelle que soit la situation. Par ailleurs, le président du Conseil national de transition, Malik Diaw, a reçu en audience ce mardi 14 novembre 2023 l'ambassadeur de la Guinée-Conakry au Mali, son Excellence Abdoulaye Fofana. Par cette audience, le nouvel ambassadeur de la Guinée prend contact avec le président du Conseil national de transition et échange avec celui-ci sur le rapport de coopération entre son pays, la Guinée, et le Mali. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de nos reporters Idrissa Sidibé, Zakaria Omar Keïta. Visite auprès de M. le Président du CNT se situait dans le cadre de mes prises de contact avec les plus hautes autorités maliennes. Il y a quelques jours, j'ai présenté mes lettres de créance auprès de son Excellence le colonel Assimi Goïta en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée auprès de la République du Mali. Après la présentation de ces lettres de créance, je me devais de rendre une visite de courtoisie aux autorités maliennes, aux plus hautes autorités maliennes. Et le CNT étant une institution majeure de la République du Mali, tout comme en Guinée, il fallait normalement donc que je vienne voir M. le Président pour des amabilités et pour lui témoigner de toute ma disponibilité à œuvrer dans le sens de renforcement des relations fraternelles qui existent si heureusement entre le Mali et la République de Guinée. Bon, c'est des sujets vastes et entre Maliens et Guinéens, on a tout en commun. Tout en commun. D'abord, comme vous le savez, on a l'histoire en commun avec le Mali, on a la géographie, on a les mêmes préoccupations. Nous sommes deux pays en transition et nous avons deux chefs d'État, heureusement, qui ont une identité de vue et qui défendent la cause panafricaniste. Donc nous, en tant que responsables, en tant qu'envoyés de notre chef d'État à la République du Mali, nous nous devons de rassurer les autorités maliennes
pour dire que nous nous inscrivons dans cette dynamique et que nous œuvrons dans le sens de tout ce que nos autorités nous demandent de faire. Mali et la Guinée, vous savez qu'on a tenu il n'y a pas très longtemps la grande commission mixte de la coopération entre la Guinée et le Mali. Et plusieurs domaines, plusieurs secteurs sont concernés par cette coopération. Aujourd'hui, un secteur très en vue, c'est le secteur des transports, notamment avec le port autonome de Conakry. Nous avons d'autres domaines aussi, pas des moindres. Vous avez l'énergie, vous avez l'administration du territoire et vous avez le commerce. Disons, le Mali et la Guinée, on a beaucoup de choses en commun. Avec la justice aussi, c'est la même chose. Avec le CNT, je sais que nos deux présidents se rencontrent périodiquement. J'en veux pour preuve le président du CNT du Mali, comme il me le disait tout à l'heure, il est venu rien que l'année dernière 4 fois en Guinée. Ceci témoigne du dynamisme et de la densité des relations qui existent entre Maliens et Guinéens. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la Commission nationale des droits de l'homme a présenté aujourd'hui son rapport de l'année 2022 sur la situation de la violation des droits humains dans notre pays. En plus de la violation des droits de l'homme dans les zones de guerre, plusieurs autres violations ont été recensées courant 2022. Maliki Diallo. Ce rapport de 6 parties documente les cas de violation des droits de l'homme en 2022. Il ne concerne pas seulement les atteintes aux droits humains sur les théâtres des opérations, mais aussi tous les droits reconnus et protégés par les textes nationaux et internationaux sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons continué à constater et à documenter des cas de violation souvent graves des droits de l'homme. Au-delà des droits civils et politiques, qui concernent les droits à la vie, à l'intégrité physique, aux questions de torture, il y a eu des violations des droits économiques, sociaux et culturels, telles que la fermeture des écoles, telles que l'absence des services sociaux de base au niveau du théâtre des opérations, telles que l'absence des services de santé. Donc bref, c'est une situation qui n'était pas du tout reluisante. En 2022, la CNDH a été confrontée à de nombreuses difficultés dans l'exécution de sa mission de défense et de promotion des droits de l'homme. Quand nous ne sommes pas autorisés à aller mener des investigations sur des allégations de violation des droits de l'homme, surtout imputables aux forces de défense et de sécurité, donc les conditions sécuritaires ne nous permettent pas d'être sur le terrain. Mais cela ne nous empêche pas de recourir à nos sources et à nos témoignages, donc pour essayer de documenter. Mais en tous les cas, cela n'aura pas la même valeur que lorsqu'on se transportera sur le terrain pour mener des enquêtes. Toutes choses qu'on ne peut pas faire en ce moment. Par contre, la CNDH constate des avancées dans certains domaines, notamment la formation des forces de défense et de sécurité en droit international humanitaire. Vous constaterez que dans chacun des communiqués du ministère de la Défense, il est fait mention de l'obligation de respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Ce n'était pas le cas il y a un certain moment. Donc c'est vous dire que la question des droits de l'homme commence d'être prise en compte. Ce rapport devrait être transmis au président de la transition. Mais le président de la CNDH affirme n'avoir pas encore réussi à transmettre les rapports des années précédentes au colonel Assimi Goïta. Place à présent au dossier du jour. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale, encore appelée ulcère gastrique, est l'une des maladies les plus fréquentes au Mali. Si certains préfèrent la médecine moderne, d'autres ont recours à la médecine traditionnelle pour le traitement. Cependant, il est important de connaître ses symptômes et ses causes pour pouvoir y faire face. Qu'est-ce que l'ulcère gastrique? Quelles sont les complications liées à cette maladie? Comment la guérir? Assitan Diallo et Ibrahim Daou sont allés à la recherche des réponses. Voici leur reportage. Oui, ça, je connais l'ulcère gastrique. Je suis un des malades de l'ulcère gastrique.
Brûlure d'estomac, nausées, difficulté à respirer, vertige, l'ulcère gastrique à la côte ici au Mali. En effet, beaucoup de personnes se plaignent de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une plaie qui peut apparaître au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. Il y a des signes caractéristiques qui peuvent poser le diagnostic et confirmer le diagnostic qui sera confirmé par la fibroscopie. Des nausées, sensations de vomissement, des douleurs qui peuvent être déclenchées par l'alimentation et souvent c'est la faim, c'est lorsqu'il n'y a rien dans l'estomac que la douleur est vive. Et les causes sont multiples et connues. Il y a un microbe qui est responsable à plus de 80-90% de l'apparition de l'ulcère. Il y a aussi certains médicaments tels que l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que tout ce qui concerne l'ibuprofène, les diclofénac. Loin d'être une partie de plaisir, en plus de la consultation, la fibroscopie est l'acte qui permet de rechercher les causes de troubles digestifs persistants. Voilà, ça c'est le duodénum. C'est un peu le début de l'intestin grêle. Bon, là, voilà. Ça, c'est la rétrovision. C'est pour mieux voir un peu la jonction entre l'estomac et l'œsophage qu'on appelle les cardiaques. Bon. Ok. Bon. Alors, bon. Bien, on va faire un peu de biopsie. Biopsie au niveau de l'estomac pour rechercher un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. Il y a un microbe qui est responsable des maladies de l'estomac dans plus de 90% des cas. Ferme. Alors moi, je vais sortir. Ok. Bon, ces petits prélèvements ne sont pas douloureux, hein, donc c'est... Alors... Le traitement dépend du stade d'avancement de la maladie. Elle peut être complètement guérie, tout comme elle peut présenter des complications. Pendant la période de la crise douloureuse, on demande aux patients d'éviter tout ce qui est aigre, des aliments amers, aigres ou trop épicés. Donc les complications, il y a l'ulcère gastro-duodénal peut se compliquer, surtout l'ulcère gastrique. L'ulcère peut saigner, entraîner un vomissement du sang qu'on appelle hématémèse où le sang peut sortir par les selles sous forme de méléna. Ensuite, l'ulcère peut se cancériser. L'ulcère gastro-duodénal se traite, c'est guéri. Mais l'ulcère mal traité ou passé sous silence peut évoluer vers le cancer. Utilisé par les malades pour le traitement de l'ulcère gastrique. Et à ce niveau, il y a plusieurs spécialistes qui produisent et proposent des traitements contre l'ulcère gastrique. De toute façon, je vais consommer. Nous recevons beaucoup de patients parce que du matin 8h jusqu'à 21h, on peut recevoir des fois jusqu'à 30-40 patients souffrant de l'ulcère gastrique seulement. La médecine traditionnelle et conventionnelle ont un objectif commun et qui sont des molécules différentes. Les deux traitements peuvent être combinés. Nous avons des écorces de plantes combinées qui sont là en réalité très efficaces et qui sont appréciées et même sollicitées par la population depuis plus d'une dizaine d'années déjà. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale ou encore ulcère gastrique n'est pas à prendre à la légère. Selon les spécialistes, il faut éviter l'automédication et faire une consultation pour poser le diagnostic. Si elle est bien traitée, elle peut complètement être guérie. Et dans le pire des cas, elle peut se transformer en cancer. Pire, elle peut conduire à la mort. Sport, football, avant de refermer cette édition, l'AS Mandé s'est arrêté en phase de poule. Et oui, après sa défaite lors de la dernière journée
de la phase des poules dans le groupe B face à l'Asfar ce dimanche. L'AS Mandé est éliminée de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF dès la phase des poules. Donc, les représentantes ne parviennent pas à vaincre le signe indien en se faisant éliminer au premier tour comme en 2021. Djelika Guindo. Vainqueur de la peine d'Arcoa lors de la 2e journée de la phase des poules, l'AS Mandé avait juste besoin d'un nul contre l'Asfar pour décrocher une qualification historique en demi-finale de la Ligue des champions féminines CAF. Malheureusement, l'équipe malienne n'a pas su faire dans cette rencontre, comptant pour la 3e et dernière journée de la phase des poules. En effet, l'équipe de coach Moustapha Laïko Traoré a concédé à l'ouverture du score face aux Marocains dès la 5e minute sur un autogol de Fatou Damélé avant d'encaisser un deuxième but de Fatima Tanya Ouat à la 37e minute. Et l'équipe marocaine a réussi à conserver cet avantage jusqu'à la fin de la partie. Cette défaite des Mandinka combine avec la victoire 3-1 des Ghanéennes d'Apen Darkoua face aux équato-guinéennes de l'Ouracan dans l'autre rencontre du groupe. Élimine les 3e du groupe B derrière Asfar et Apen Darkoua qui comptent chacun 6 points. C'est la 2e fois en autant de participation que l'AS Mandé s'arrête à ce stade de la compétition. Les demi-finales sont prévues pour le mercredi 15 novembre 2023. La première demi-finale verra l'affiche de la dernière finale entre les Mamelodi Sundowns et Asfar pour une revanche des Sud-Africaines ou une confirmation des Marocaines. La seconde opposera l'autre club marocain engagé dans cette compétition, le club Casablanca de la Malienne Agueïcha Diarra, à la peine d'Arkoa du Ghana. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à prier pour le Mali comme vous priez pour vos parents, vos enfants, vos époux et épouses, car sans pays, difficile de parler de famille. Bonsoir et à très bientôt.